Bonjour à toutes et à tous, je suis Myriam Septi, fondatrice et rédactrice en chef du magazine Diptyque. Depuis Casablanca, Diptyque explore l'art contemporain d'Afrique, du monde arabe et de leur diaspora, à travers une revue trimestrielle, une édition digitale, une newsletter hebdomadaire et un compte Instagram qui prend au quotidien le pouls des scènes artistiques du Sud. Autour de moi, une équipe d'auteurs, de critiques et de journalistes parcourt les foires, les ateliers, les musées, les biennales, les résidences. De Dakar à Marrakech, de Londres à Dubaï, de Lagos à Venise, ils rapportent des histoires multiples, sensibles et connectées. Avec le podcast Diptyque, nous prenons le temps d'écouter les personnalités, artistes, curateurs, collectionneurs, galeristes ou penseurs qui animent ces scènes artistiques. Ensemble, nous parlons bien sûr esthétique, processus de création. Nous parlons aussi d'engagement, de transmission et de circulation. Souvent aussi, nous abordons les difficultés à faire exister ces projets ambitieux dans les contextes socio-économiques de nos pays. Dans ce podcast, comme dans tous les projets éditoriaux de Diptyque, nous travaillons à la construction de nouveaux récits des Suds, des récits où les voix africaines et arabes dialoguent avec le monde. Dans chaque épisode de cette série, j'ouvre un espace de conversation libre, sans filtre, où la pensée se tisse avec le réel. J'établis toujours une trame de conversation, mais que je laisse volontiers déborder pour faire advenir quelque chose d'inédit. Ce podcast est réalisé avec le soutien de l'université Mohamed VI Polytechnique, une université marocaine d'avant-garde dédiée au développement de solutions innovantes pour répondre aux défis de l'Afrique et aux enjeux mondiaux. Bienvenue dans le podcast Diptyque. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Rida Mouni, historien d'art et archéologue tunisien formé à la Sorbonne, ancien pensionnaire de la Villa Médicis et désormais chairman Middle East et Africa chez Christie's Londres. Son parcours combine recherche patrimoniale, expertise institutionnelle et rôle sur le marché de l'art dans les mondes arabes et africains. Avec lui aujourd'hui, nous sommes à la 154 à Somerset. Nous explorons comment penser l'art en mémoire, éthique et dynamique commerciale. Rida, bonjour. Bonjour Myriam, merci de m'avoir avec vous aujourd'hui. C'est un plaisir. Donc aujourd'hui, je voudrais que tu puisses, s'il te plaît, tu es historien d'art archéologue et tu as longtemps travaillé sur les patrimoines antiques et modernes d'Afrique du Nord. Qu'est-ce qui t'a amené à franchir le pas vers le monde du marché de l'art ? Je sais que c'est une question à laquelle tu dois souvent répondre. Qu'est-ce que tu as gardé de la rigueur méthodologique de chercheur ? Et surtout, du coup, ce qui m'intéresse, c'est ce que l'historien d'art apporte au monde des enchères à Christie's et inversement. Tout d'abord, c'est une question très simple et très complexe. La première question que tu as posée, c'est comment j'ai fait pour atterrir à Christie's. Ça s'est fait de manière vraiment très... je m'y attendais vraiment pas, puisque à la base, j'étais historien d'art, commissaire d'exposition, je m'orientais vers la recherche. J'ai été, comme tu l'as mentionné, pensionnaire à la Villa Médicis. Ensuite, je suis rentré en Tunisie où j'ai travaillé sur le patrimoine local, monté des expositions. Et par la suite, je suis allé aux États-Unis où j'ai été pendant 3 ans fellow, c'est-à-dire un postdoc, comme on dit en France, dans le Aga Khan Department, dans le département d'histoire de l'art à l'université d'Harvard. À ce moment-là, j'ai été amené un peu dans mon parcours à beaucoup voyager, à découvrir différentes scènes artistiques et j'ai fait une rencontre un jour avec Guillaume Cerruti, qui est aujourd'hui président de la collection Pinault, qui était l'ancien CEO de Christie's et qui est toujours le chairman du board, c'est-à-dire il préside le board de Christie's. Et je l'avais rencontré lors de sa première visite de Art Dubaï, il y a quelques années. Et j'avais rencontré cette personne très charismatique avec laquelle j'avais gardé un contact et un très bon contact. Et lorsque Covid était arrivé, je l'avais revu de manière vraiment hasardeuse dans les rues à New York. J'étais à ce moment-là, j'avais décidé j'habitais à Boston, à Cambridge pour être précis, où se trouve l'université d'Harvard, et j'étais venu à New York et je l'avais rencontré vraiment par hasard dans les rues de New York. On avait pris un café ensemble et lors de la discussion, je lui avais dit que durant Covid, vraiment,
le domaine universitaire et surtout les projets de recherche et d'exposition, surtout sur lesquels je travaillais et que j'aime beaucoup, étaient au ralenti et que j'étais en train de réfléchir peut-être à réorienter ma carrière. Et à ce moment-là, on a eu cette discussion. Il m'a proposé de rejoindre Christie's Londres. Ça a été une question très complexe pour moi, parce que quand on évolue dans le monde académique et universitaire, on voit vraiment le marché comme beaucoup de gens disent... La sorcière Non, oui, c'est the dark side. C'est le côté obscur de la force, exactement. Et forcément, j'ai été... comme toute personne, j'étais un peu influencé par les gens qui me parlaient du marché, etc. Et je me suis dit, une opportunité comme celle-ci, venant surtout par une personne comme Guillaume Cerruti, à ce moment-là, à un moment où j'étais vraiment en train j'avais besoin de réinventer mon avenir d'une certaine manière, je me suis dit, je vais essayer, je vais tenter, et je vais voir ce qui va venir de cette aventure, et si je ne suis pas content, je peux toujours retourner au monde académique. Donc ça s'est vraiment fait de manière très hasardeuse sans plan de carrière pour m'orienter vers le marché. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans que je travaille à Christie's, et je suis très épanoui par la profession que j'exerce actuellement et qui consiste à développer la stratégie de Christie's dans les régions que je préside dans mon rôle de chairman. Je ne sais pas comment traduire chairman, mais je vais le dire de cette manière-là. Et puis ensuite, ce que vous avez dit, en quoi mon passé universitaire et académique influe mes fonctions actuelles, je pense par différents facteurs. L'une d'elles étant, par exemple, lorsque je supervise les ventes de Middle East, j'essaye de ramener la rigueur académique qui vient du passé aux équipes avec lesquelles je travaille, qui sont des équipes généralement qui ont grandi ou évolué autour du marché. Donc je leur ramène un œil différent, une rigueur différente, un contact également avec le monde académique. J'essaye également, à travers mon rôle, d'être une plateforme, de rapprocher tous mes contacts qui viennent de professeurs, de curators, de commissaires d'exposition avec les équipes que nous avons à Christie's. J'essaye de faire ça d'une certaine manière au quotidien. J'ai un rapport également avec les collectionneurs et les institutions, parce qu'on travaille énormément avec des musées, quelquefois qui peut être très différent en raison de ce parcours, de ce passé, mais également d'amitié en commun que nous avons en général. Et je dirais là où mon rôle où mon passé a énormément de place dans mon quotidien professionnel, c'est que depuis que j'ai rejoint Christie's, et en raison de mon passé de commissaire d'exposition, chaque été, sur ces 3 dernières années, nous avons fait des expositions importantes, non commerciales, ouvertes à tout le public de visiteurs chaque été à Londres, dédiées aux artistes du monde arabe, de l'Afrique du Nord. La première que nous avons faite s'appelait Kaukaba il y a 3 ans. C'était la plus grande exposition d'art arabe qui a eu lieu à Londres, qui est quand même une très grande ville, très cosmopolite. Donc juste pour souligner cet aspect, c'est quand même assez remarquable. Et nous avons la possibilité à Christie's de le faire avec les équipes de Christie's, ce qui est incroyable. Car ce sont des projets qui n'ont jamais eu lieu auparavant. Nous en avons fait une l'année d'après sur Ahmed Matar, l'artiste contemporain saoudien, qui était sa première mid-career rétrospective, sa rétrospective de mid-career, quelquefois je perds mes mots en français, et la dernière que nous avons fait est dédiée à l'artiste Marwan, qui est probablement, en termes de nombre, la plus grande exposition dédiée à Marwan, avec des œuvres venant de collections nationales allemandes, de musées, de la Berlinische Galerie, de la collection Pinault, de Sharjah Art Foundation, de Barjil Art Foundation, d'Aloul Art Foundation. Ça a été une exposition absolument incroyable qui permet un peu d'attirer l'attention, de faire connaître des artistes du monde arabe et africain, parce que je pense que la prochaine sera davantage sur un artiste africain. Vous savez déjà quelle sera la prochaine? Oui, je ne peux pas la mentionner, j'aimerais bien. Ça va être Ibrahim Salahi ou quelque chose comme ça, j'espère. Mais je le partagerai au moment venu, mais ce sont des projets vraiment incroyables. Et je pense que, d'une part, Christie's a décidé d'investir dans ces projets, mais également, je pense que Christie's a également décidé d'utiliser un peu mon passé académique
et curatorial pour des projets que nous faisons et qu'on aime faire à Christie's. Alors justement, cet aspect, bon, je lis bien aussi en filigrane de l'activité des maisons de vente une grande porosité maintenant entre le monde commercial et le monde académique. Il y a un nécessaire rapprochement entre la recherche et le marché. Les deux ont besoin de se feed l'un l'autre, de se nourrir l'un de l'autre. Mais justement, vous, en tant que chairman pour des régions Moyen-Orient et Afrique, quelle est la vision que vous essayez de mettre dans ces projets? Parce qu'aujourd'hui, le marché de l'art africain arabe se structure, mais il reste encore beaucoup sous un prisme occidental. Du coup, comment est-ce que vous travaillez justement à changer ce regard? J'imagine que vous travaillez à la fois avec les collectionneurs locaux, les grandes institutions. J'aimerais bien comprendre quelle est cette stratégie que vous mettez en place au sein de Christie's. Il y a plusieurs axes stratégiques. D'une part, il faut savoir que là où nous pouvons agir, puisque nous sommes une maison de vente, là où nous pouvons agir, c'est la manière avec laquelle nous appréhendons nos ventes. Et depuis maintenant 4 ans, ce que nous essayons de faire, c'est vraiment avoir pratiquement une approche curatoriale des ventes. Nous ne voulons pas vendre tout ce qui nous vient, nous ne voulons pas vendre les œuvres pour les vendre, nous voulons être également un centre, une plateforme, parce que nous sommes au milieu de vendeurs et d'acheteurs des œuvres d'art. Ce que nous voulons faire, c'est vraiment les valoriser, les faire connaître, leur donner une approche académique également pour que les gens, les institutions, les collectionneurs ou les premiers acheteurs également, que nous avons de plus en plus dans nos ventes, se rendent compte qu'ils achètent, ce ne sont pas des œuvres insignifiantes, mais au contraire, ce sont des œuvres qui ont une importance artistique, esthétique, mais également historique. Et je pense que nous faisons un effort très important. Je parlais il y a quelques secondes des expositions que nous faisons. Je vois ça également comme des éléments stratégiques qui vont les uns avec les autres. Vous parliez de cette porosité qui existe, elle est de plus en plus importante. Moi, je me souviens, lorsque nous avons fait l'exposition Marouane, j'ai eu le grand honneur d'avoir Philippe Dagen visiter l'exposition, qui a écrit un grand papier dans Le Monde. Oui, on était très heureux, enfin personnellement j'étais très heureux parce que c'était mon ancien professeur également à la Sorbonne, donc ça m'a remis, un peu de nostalgie. Je pense que malheureusement lui, ça lui a mis un petit coup de vieux. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand Philippe Dagen est venu et qu'il a visité l'exposition, il m'a dit, quand je vois ce que je vois, et je pense dans quel état d'esprit j'étais il y a 20 ans, j'aurais jamais pu m'imaginer que je pourrais voir une telle exposition dans une maison de vente. Et je pense que nos rôles sont très différents, d'une part. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de dynamique de collaboration qui puisse exister entre collectionneurs, galeries, maisons de vente, musées. Je pense que le marché a énormément évolué. Ce n'est plus le même marché d'il y a 20 ans, 40 ans, 50 ans. On est vraiment dans un monde nouveau, dans lequel il y a de nouvelles synergies, il y a des financements également différents. Et je pense où les institutions publiques ont également besoin, ont besoin du privé, ils ont toujours eu besoin du privé. Vous voyez les modèles, par exemple, aux États-Unis, en Angleterre, etc. Mais je pense également que les maisons de vente peuvent avoir un rôle très, très important. Et je dois dire qu'une maison de vente aux États-Unis n'est pas la même chose qu'une maison de vente, par exemple, au Moyen-Orient ou en Afrique. L'aspect que nous avons, ou l'importance que nous avons, c'est-à-dire, par exemple, si vous vendez un jour une œuvre de Picasso et que vous avez par exemple un catalogue dans lequel il y a un essai d'un de nos spécialistes où nous invitons par exemple un historien d'art pour écrire, vous avez des milliers d'ouvrages sur Picasso, vous avez des milliers d'explications. Généralement, les œuvres ont déjà été commentées, analysées et elles arrivent sur le marché, on les voit d'un regard nouveau, mais on vient avec cette série de documentation. Lorsqu'elle vient du Moyen-Orient, sur laquelle nous devons nous occuper de la recherche, nous devons contacter des experts, nous devons contacter les familles, nous devons écrire un essai. Notre rôle est vraiment très différent et notre responsabilité est très différente. Je vais vous donner un exemple. Les professeurs d'histoire de l'art qui s'occupent de la région ou même de la région africaine, parce qu'il y a eu des très grandes ventes d'art africain dans les maisons de vente à partir de la fin des années 90, utilisent nos catalogues de vente comme des références quelquefois pour l'écriture de leurs ouvrages. Et ça, vous le voyez de manière très différente en Europe ou en Amérique. Et de cette perspective-là, on a une responsabilité qui est différente. Nous avons un rôle qui est différent
Par exemple, regardez, les artistes du monde arabe, vous avez 5 catalogues raisonnés qui ont été écrits sur des artistes du monde arabe. 2 d'entre eux ont été écrits par une personne qui travaille dans une maison de vente. Le catalogue raisonné de Mahmoud Sarid, Oui. dont ma collègue Valérie Didier a écrit avec Dr Rachwan, celui de Abdelhadi El-Ghazar, et cette année, il y a eu la publication également par des collègues à Bonhams du catalogue raisonné de Jawad Salim. Ça vous montre également le fait qu'en étant dans une maison de vente, travaillant dans une maison de vente, on est aux premières lignes également pour voir les œuvres, Oui. pour les connaître, pour les comprendre, et donner également notre expertise. C'est le cas aussi au Maroc, le catalogue raisonné de Qassimi, qui a Exactement. été fait finalement par la CMOA, par Hichem Daoudi. Qui est un énorme catalogue travail. très Ouais, important très avec ces 2 important. volumes, Absolument. et sur lequel vous avez un nombre d'œuvres qui est photographié, qu'on utilise. Ouais. C'est une source extraordinaire. Et ça vous montre la place du marché dans nos régions, qui n'a pas probablement la même importance dans... Mais justement, est-ce que vous n'avez pas l'impression, est-ce que tu n'as pas l'impression que les choses se passent dans le sens inverse que celui qu'on a pu observer pour l'art occidental, pour la dynamique entre marché et savoir et construction du savoir, et qu'aujourd'hui, finalement, les maisons de vente pallient peut-être un manque universitaire ou académique sur ces grands sujets que sont les grandes modernités du Moyen-Orient, grandes modernités d'Afrique du Nord. Aujourd'hui, ce sont les maisons de vente, finalement, qui font ce travail académique parce qu'ils anticipent, disons que l'intérêt de marché est là, ça on le constate, les grandes collections aujourd'hui fabriquent des grands ensembles sur les artistes que tu as cités. Et du coup, finalement, il faut rattraper le temps et prendre les choses en marche et fabriquer du savoir académique qui n'a pas forcément été fait dans la profondeur historique. C'est une question très importante. La réponse est également complexe, car je ne sais pas qui doit être dans les avant-postes. C'est-à-dire, on a besoin de professeurs, on a besoin de publications, on a besoin de chercheurs, ce qui veut dire qu'on a besoin de financement. On a besoin que les mondes également soient beaucoup plus rapprochés entre la recherche, le marché, les collectionneurs. Parce que vous savez également, tu sais, tu travailles également avec des collectionneurs. Moi, je me souviens, lorsque je travaillais en tant que commissaire d'exposition en Tunisie, lorsque je devais faire sortir des tableaux de maisons en Tunisie pour les exposer dans des expositions, les gens avaient peur. Pourquoi les montrer? L'État, les taxes, les gens avaient peur. Il y a une culture qui n'est pas la même. On n'a pas le rapport à l'art en Afrique, dans le monde arabe. On n'a pas le même rapport à l'art ou aux œuvres d'art qu'en Europe, en Amérique ou quelquefois même en Asie. Je pense que ce qui manque en général, je ne dirais pas que les maisons de vente sont en première ligne et on doit rattraper un retard. Je ne pense pas que le combat se trouve là. Le véritable combat, s'il y a un combat où il y a un enjeu important, c'est celui de l'éducation. Dans nos pays respectifs, la Tunisie, le Maroc, ou en Afrique en général, ou dans le monde arabe, je pense que c'est très important qu'on connaisse la valeur de l'art, la valeur de l'histoire de l'art, qui est une réflexion de nos histoires locales, qui doit être enseignée à l'école, qui doit être enseignée dans les universités, qui doit être enseignée dans les musées. Et je pense que ça, c'est très important. À partir du moment où cette dynamique existe, je pense qu'à partir de ce moment-là, on aura beaucoup plus de facilité à évoluer avec l'art et la culture qui nous entourent. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'il n'y aura pas de qui se trouve aux avant-postes. Est-ce que c'est la science? Est-ce que c'est les universités, les professeurs, les critiques? Je pense qu'en général, on manque de critiques, on manque de professeurs, on manque de chercheurs, on manque de commissaires d'exposition. On manque de ce panorama très solide et très balancé qui œuvre à la connaissance de l'histoire de l'art local et régional. Et c'est ça dont nous avons besoin. Je ne pense pas que nous avons besoin de différencier à quelle position nous nous trouvons chacun. Je pense que nous portons tous une responsabilité, et notre véritable responsabilité, c'est d'avoir cet état d'esprit de pousser un peu à l'information, l'éducation et la connaissance de l'histoire de l'art local. Je pense que nous tous devons agir là-dessus.
Je pense que cette dynamique, elle commence à exister au meilleur niveau dans les écosystèmes Middle East. On le voit très fort. Il y a des très très belles, les très belles collections comme Bargil qui aussi finance de la publication, des recherches sur des artistes sur lesquels il n'y a quasiment pas de texte. Je vois par exemple là dernièrement, il y avait un appel à projet pour une publication importante sur des modernes. Et pour le Maroc, donc les 2 textes commandés, c'était Latifa Toujani et Mariam Meziane, sur lesquels il y a finalement, on croit connaître, mais il y a 0 texte, il n'y a quasiment pas de texte. Donc ces écosystèmes commencent à être vraiment très structurés pour le Middle East. Pour l'Afrique du Nord, un peu moins. Mais surtout, ce que je me demande, c'est des expos comme celle que tu curates pour Christie's. Est-ce qu'elles n'auraient pas intérêt aussi à voyager du côté de chez nous, dans les musées? Est-ce que finalement, je me rends compte que Christie's donc, construit du savoir en même temps qu'ils construisent des valeurs marchandes. C'est la façon la plus vertueuse de le faire. Mais du même coup, puisque la dynamique existe, est-ce que ces expos n'auraient pas intérêt à voyager aussi dans leur pays d'origine? C'est une très bonne question. Sacrée question. Non, c'est une très bonne question. Pour être très honnête et sincère, ce sont des entreprises qui peuvent être parfois compliquées. Et pour plusieurs raisons. Mais je dois te dire que, par exemple, la dernière expo que nous avons faite, Marouane, cet été à Londres, samedi, nous allons annoncer un partenariat annonçant le voyage de cette exposition au Moyen-Orient, ce dont nous sommes très, très, très heureux. On aura plus de précisions samedi, mais forcément, c'est très important que ces expositions voyagent. Ce n'était pas simple de créer ces expositions. Par exemple, moi, étant tunisien, très attaché à mon pays, à chaque fois que j'organise un projet, j'aimerais que ce soit sur la Tunisie, j'aimerais faire voyager l'exposition. Ce n'est pas très simple parce que quelquefois, également, lorsque je commence à travailler sur une exposition, comme c'était le cas sur Marouane, ça demande un temps de réflexion et ça demande également un temps de réflexion sur la notion en faisant cette exposition, en fonction de la géographie de l'exposition. Lorsque je fais cette exposition à Londres, j'ai besoin que le public londonien, pas seulement les touristes et les gens du monde arabe qui viennent visiter durant l'été Londres, viennent. J'ai besoin que le public londonien vienne. Parce que le rôle, ce n'est pas de prêcher le convaincu, mais d'amener des visiteurs qui ne connaissent rien à l'artiste et qui le découvrent. Et je dois dire que cet été à Londres, ça a été une surprise extraordinaire parce qu'on a vu des publics très différents. Et donc le choix de l'exposition est également motivé par qui est le public ciblé. Et je dois dire qu'à Londres, c'est quelquefois compliqué parce qu'ils ne connaissent pas les œuvres des artistes arabes. Mais par exemple, la réception de l'exposition Marouane, je dois dire qu'elle était assez extraordinaire et qu'elle m'avait énormément surpris. Et ce que je souhaite, à un moment ou à un autre, comme je t'ai dit, on va annoncer samedi le voyage de l'exposition, j'aimerais à un moment faire une exposition ici à Londres ou voir à Paris, parce que je pense qu'à un moment ou à un autre, je vais développer un projet d'exposition non commercial à Paris. J'avais fait il y a quelques années, il y a 3 ans, une exposition vente que j'ai appelée Spectre Visible, dédiée aux artistes d'Afrique du Nord, Algérie, Maroc, Tunisie, par ordre alphabétique, dans notre bureau à Paris, qui a très bien marché. On a eu pas mal de visiteurs, de collectionneurs, mais c'était une expo de vente. Mais je souhaiterais également faire à Paris une exposition différente parce que les publics seront différents. Et à ce moment-là, on verra l'idée peut-être d'un voyage. J'adorerais amener une exposition par exemple en Afrique du Nord, parce que je m'y sens personnellement à la maison, que ce soit en Tunisie ou en Algérie ou au Maroc, mais ça demande forcément une envie, un dialogue, un partenariat. Là, pour l'exposition de Marouane, nous avons été approchés par une institution qui souhaite l'avoir, donc je suis très heureux pour la première fois de faire voyager cette expo, et peut-être ça va être la première et qui sera suivie par d'autres expositions par la suite. Alors, j'aimerais bien justement sur cette question, puisqu'on est en train de parler quand même avec un spécialiste aussi du marché. Christie's, c'est un acteur de marché. Évidemment, tout ce travail aussi de
de construction de la densité historique pour un courant, l'école de Casablanca, les grands modernes du Moyen-Orient, etc., contribue évidemment à susciter l'intérêt des institutions. Quand une institution se montre intéressée par un artiste, donc ça met évidemment le projecteur sur un artiste, sur un courant. Puis ensuite, les collectionneurs privés s'y intéressent. Et là, tout d'un coup, il y a un effet d'entraînement et les cotes atteignent les niveaux qu'elles auraient dû avoir depuis longtemps, puisqu'on sait que quand tout ce travail de densité a démarré, il y a un peu plus de 15 ans, les cotes pour les modernes du monde arabe étaient avec je ne sais combien de zéros en moins par rapport à leurs homologues, même d'Amérique du Sud, ou ne parlons même pas d'Amérique du Nord ou d'Europe. Donc aujourd'hui, est-ce que tu penses que ce travail a corrigé les cotes des grands artistes du Moyen-Orient, d'Afrique? On va parler surtout des modernes, Ouais. parce que pour les contemporains et le second marché là, des primo entrants, c'est encore un autre sujet. Mais est-ce que tu penses qu'il y a une correction de la cote? Est-ce qu'on commence à voir les artistes Middle East modernes avoir les mêmes valeurs que leurs homologues d'Amérique du Sud? Les mêmes, je ne pense pas. Je pense qu'en général, les collectionneurs de la région arabe ont collectionné, ont acheté, et ont acheté de manière très régionale, soit locale, c'est-à-dire il y a un marché local au Maroc qui est très important. Je vois par exemple la Tunisie, les Tunisiens achètent du Tunisien. Le Marocain achète du Maroc. Exactement, l'Algérien achète de l'Algérien, le Libanais du Libanais, etc. Mais il y a une conscience régionale qui devient de plus en plus importante, qui est très liée également, je pense, à la notion de panarabisme. Panarabisme, mais d'une certaine manière de décolonisation, Ouais. qui est très importante, parce que toute la région arrive d'une certaine manière, on est un demi-siècle après ce phénomène de décolonisation un peu partout, 60 ans, 70 ans, ça dépend des pays, mais dans lequel également les populations locales et les collectionneurs, d'une certaine manière, commencent un peu à digérer ces faits historiques et essayent de se sourcer ou se ressourcer un peu dans l'histoire des pays arabes ou dans l'histoire arabe en général. Et donc, les collectionneurs, par exemple ceux du Golfe, aux Émirats, en Arabie Saoudite, au Qatar, etc., achètent énormément de l'art arabe. Et de l'art arabe qui peut aller, j'allais dire de Mauritanie, mais l'art mauritanien, malheureusement, n'est pas très présent sur le marché, mais du Maroc jusqu'à l'Irak, etc. Et je pense qu'il y a une conscience patrimoniale très importante, il y a une conscience historique et sociale très importante qui se développe dans le Golfe et qui, je pense, peut être un exemple pour nous tous en Afrique du Nord, dans le Levant, etc. Puisqu'ils achètent de manière régionale. Ils n'achètent pas de manière locale, Oui, je vois même Mardi, s'ils ont... ils achètent, bien sûr. Voilà. Et même s'ils ont une histoire locale très importante qui, quelquefois, n'est pas connue par le plus grand public. Mais pour revenir à la notion de la correction du marché, ce n'est pas une correction du marché, je dirais que c'est davantage une évolution. Parce que là, aujourd'hui, hier, nous avons eu des très grandes ventes à Christie's. Quelquefois, quelquefois, par exemple, hier, je parlais avec d'ailleurs le fondateur de Barjil, Cheikh Sultan Saoud Al-Qasmi. Je lui disais quelquefois que je trouvais ça incroyable qu'une œuvre d'un artiste de l'expressionnisme allemand qui est petite, qui a été vendue à plus de 2 millions de pounds, ce qui fait à peu près 2,5 millions de dollars. Je lui disais, pour atteindre ces sommes, il s'agit vraiment, quelquefois, d'acheter l'œuvre la plus chère de l'ensemble du monde arabe. Et quelquefois, lorsqu'on pense à ça, c'est absolument choquant. Sur les registres, l'œuvre la plus chère qui a été vendue par Christie's. C'est les Darwish tourneurs de Mahmoud Saïd qui a été c'est encore vendu. Le record jusqu'à aujourd'hui. C'est encore le record qui a été vendu dans la grande vente Farsi il y a plus de 10 ans. Ouais. Quand vous pensez au Salvator Mundi qui a été vendu à New York, on est sur des proportions tellement différentes. Et je pense que là où il va y avoir une évolution du marché, c'est que récemment, il y a une volonté de connaître, le marché devient plus inclusif. Les institutions qui donnent des tendances importantes commencent à être plus inclusives. Par exemple, le MoMA commence à collectionner de l'art de la région, a sur les murs Kamala Ibrahim Ishaq, Ibrahim Salahi, le Centre Pompidou, la Tate, toutes ces grandes institutions commencent à montrer des artistes africains, des artistes du monde arabe. Les gens commencent à les montrer, les grands collectionneurs commencent à les montrer de manière globale. Et ce phénomène
va entraîner quand même un désir d'achat. Aujourd'hui, par exemple, lorsque vous avez dans les maisons de vente une œuvre d'Etel Hanan, qui est décédée durant la grande exposition qui a été consacrée au Guggenheim à New York, aujourd'hui, vous voyez la liste de collectionneurs qui veulent acheter Etel Hanan, c'est quand même incroyable. Il y a 20 ans, une œuvre d'Etel Hanan, c'était $5 000. Ah oui, absolument. Aujourd'hui, quand elle va en marché, elle est à 300, 400 000 quelquefois. J'ai même vu les prix dans les années 70 quand elle exposait à la galerie L'Atelier au Maroc. C'était des sommes ridicules. C'est ridicule. Ouais. Donc ça fait partie de ce phénomène d'évolution. Et cette évolution ne se limite pas aux artistes qui sont représentés dans les grands musées américains ou européens. Ça fait partie également, il y a même un désir des collectionneurs arabes. Par exemple, je vois une artiste que j'aime beaucoup, l'artiste égyptienne Inji Flatoun, récemment, ou voire même Gasbi Assiri, leurs prix sont en train d'exploser sur le marché alors que c'est parti de très très loin. Et je pense, il y a 10 ans, il y a eu une correction du marché du monde arabe, mais là, je pense de plus en plus qu'il va y avoir une évolution par la visibilité de ces artistes. Par exemple, un autre exemple, Huguette Callan, qui était exposé à la très belle rétrospective de la Reina Sofia, une des plus belles expositions qui m'a été donnée de voir, dédiée à une artiste de la région. Ce type d'initiatives qui vont être de plus en plus importantes, mais également les musées qui sont en train d'être construits, comme le Guggenheim Abu Dhabi, le Art Museum au Qatar, les musées saoudiens qui montrent de l'art de la région, vont pousser également un phénomène une sorte de désirabilité de ces artistes et de ces œuvres. Parce que c'est la désirabilité, vous avez raison. C'est vrai que c'est le terme. Hein. Oui, parce que vous voyez, par exemple, quand on fait des ventes à New York, quelquefois un artiste allemand, un artiste mexicain, un artiste... Vous allez trouver un grand collectionneur de Hong Kong, de Chine, d'autres géographies qui vont vouloir acheter cette œuvre. J'espère qu'un jour... Il faut sortir de cette régionalisation. Il faut sortir du régionalisme, on va dire. Ouais. Il faut, en créant une promotion, mais en sortant du régionalisme, c'est également en développant une visibilité de ces artistes dans leur sphère locale. Par exemple, je vous donne un exemple. Quand vous allez en Tunisie, vous n'avez pas beaucoup l'opportunité de voir des artistes tunisiens localement. Lorsque vous visitez le pays, si vous n'avez pas accès aux collections privées, etc. Et ce que je souhaite, c'est qu'à long terme, qu'on puisse, dans chaque pays arabe ou africain, voir des artistes locaux, ce qui nous manque. Ce qui est rare, absolument. Ouais. Alors là, j'aimerais bien avoir ton avis justement sur cette question donc, des grands ensembles sur les modernes, puisqu'on parle essentiellement des modernes, le cas marocain. J'aimerais avoir ton avis sur l'évolution donc, de la visibilité de la côte de grands artistes comme Lihine, comme Belkahia, et notamment la question importante, en la comparant peut-être à l'équivalent en Tunisie, en Égypte ou Syrie, Irak, quand c'est possible, la question de l'estate, de qui gère la suite, comment ça se passe en réalité. Parce qu'au Maroc, pour Belkahia, c'est un peu structuré. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Je vois que tu souris. Je vais également sourire. Je pense que les estates, et les estates très bien gérées, très bien organisées, c'est une question fondamentale dans la transmission de l'œuvre d'un artiste. Et je dois dire que malheureusement, nous travaillons avec énormément d'estates du monde arabe, d'Irak, d'Afrique du Nord, du Golfe, etc. Et quelquefois, les estates ne sont vraiment pas structurées. Et le problème, c'est que les estates sont dans une pensée à très court terme, généralement pour des raisons économiques et commerciales. Et je pense qu'un estate, en général, doit faire un travail de fond sur la publication, la connaissance, la transmission, être également généreux, parce que dans la transmission, parce qu'un des grands problèmes qu'on rencontre avec des estates, c'est quelquefois les œuvres sont en circulation, sont en vente, quelquefois des œuvres qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas, parce qu'il s'agit également de la manière avec laquelle les artistes cataloguent leurs œuvres. Quelquefois, ils les cataloguent de leur vivant de manière extrêmement rigoureuse. Un très bon exemple étant Samia Halabi. Je l'ai vu hier sur le stand de Sphère Semler. Exactement. Née en 1936, Samia Halabi note chaque œuvre avec un numéro d'inventaire. Et encore aujourd'hui, de manière très organisée, ce qui l'aide à préparer son estate.
D'autres, malheureusement, on se retrouve dans des situations où c'est des familles divisées, qui n'ont pas les mêmes avis, qui n'ont pas le même regard sur les œuvres, qui n'ont pas la connaissance de l'œuvre. Quelquefois, il faut dire qu'on dialogue avec des estates qui sont extrêmement compliquées. Je ne vais pas le faire, mais si je te donnais des exemples, quelquefois, je te promets, on pourrait en rire. Mais ça m'est arrivé de gérer avec des estates qui n'avaient aucune connaissance et qui, par le refus d'être collaboratif dans ce que nous faisons lorsque nous vendons des œuvres, on se retrouve à avoir des difficultés à vendre certaines œuvres, mais à long terme, ils se retrouvent dans une position très très compliquée. Je vais te donner l'exemple vraiment très rapidement d'un estate. À chaque fois que nous avons des œuvres, non c'est un faux, non c'est un faux, non c'est un faux, à un point où c'est devenu pratiquement gênant. Et parce que les œuvres étaient vraies, et l'estate de cet artiste ne voulait pas que nous vendions des œuvres de cet artiste. Donc un jour, ce qui s'est passé, c'est que j'avais toutes les archives, photographies anciennes, les photographies de l'œuvre à côté de l'artiste, et j'ai envoyé l'œuvre à l'estate sans aucune documentation en disant, voilà, nous allons avoir cette œuvre qui va être vendue, et j'ai reçu une réponse en une demi-heure, c'est une œuvre fausse, vous devriez la détruire, etc. etc. Et ensuite j'ai fait, oh, pardon, j'ai oublié d'envoyer les pièces attachées que voici. Et l'estate avait énormément de mal à répondre, et ensuite ils ont répondu en disant, on s'est trompé, c'est une œuvre réelle, etc. Ce qui montre également la position de quelques estates qui est très compliquée. Et je pense qu'ils se font énormément de mal sur le long terme, parce qu'aujourd'hui, personne n'achète sur le marché cet artiste, parce que tout le monde pense que chaque œuvre est fausse. Ouais. Et je pense, on a beaucoup ça au Maroc. Voilà, en donnant cet exemple, ça reflète la situation peut-être de quelques artistes également au Maroc. Ouais. Le problème également comme tu le soulignais, par exemple, lorsque nous avons des œuvres de Belkheria, nous allons avoir une très belle œuvre de Belkheria qui sera en vente à Londres le 6 novembre, parce que l'estate de Felid Belkheria est très bien organisée et gérée par Madame Benchamsi. Oui. Là, nous aimons travailler avec ces estates parce que nous avons des réponses rapides, parce que nous avons une visibilité, parce que Madame Benchamsi a également connaissance de l'œuvre de Felid Belkheria, ayant écrit dessus, ayant publié. Et ils sont très rares, les estates comme ça. Et vous devez vous rendre compte de la chance que vous avez au Maroc d'avoir l'estate, la fondation de Felid Belkheria, exactement une seule. Mais tu me fais le signe d'une. Mais je voyage dans tous les pays du monde arabe, je voyage de manière intense. Il y a seulement la fondation de Felid Belkheria, celle de Salwa Radashqil au Liban, et 2-3 autres comme ça. Il n'y en a pas énormément. Raja Benchamsi sera enchantée. Je lui enverrai cet épisode pour qu'elle entende aussi ce qu'on dit, parce qu'elle a fait un énorme travail. Exactement. C'est un travail qu'elle fait aussi d'animer la fondation, de faire des conférences. Elle a beaucoup aussi œuvré pour permettre l'exposition au Centre Pompidou, qui malheureusement a eu lieu à une période un peu Covid. Compliqué, oui. Donc c'était un peu compliqué, mais elle fait un travail énorme. Et aussi, elle a cette formation scientifique aussi. C'est une universitaire, c'est une personne avec un background culturel aussi, qui fait qu'elle n'a pas cette pensée court-termiste. Oui, et c'est très important. Voilà, c'est très important. Ce que j'aimerais, c'est qu'on ait de plus en plus de lieux, comme la Fondation Belkheria, qui est absolument extraordinaire. On a besoin de plus de lieux comme la Fondation pour d'autres artistes marocains, pour d'autres artistes du monde arabe, d'Afrique du Nord et d'Afrique en général. Et je pense que c'est très important également d'encourager les personnes qui gèrent des estates également à avoir également une démarche qui soit généreuse, parce qu'ils sont porteurs d'un héritage. Et cet héritage est très important à promouvoir, parce qu'ils sont dans une mission de promotion de leur propre héritage et de l'artiste qu'ils représentent et qu'ils défendent. Alors, donc, on s'approche de la fin de cet épisode passionnant. J'aimerais que tu me dises quelles sont peut-être les prochaines ventes consacrées donc, au segment qui nous intéresse. En moderne, mais aussi en contemporain. On a très peu parlé du contemporain. Ça fera l'objet d'un autre épisode parce que la construction du prix, second marché pour les primo-entrants, c'est un sujet très intéressant et j'aimerais qu'on fasse un épisode uniquement là-dessus, très technique. Parce qu'on a publié un sujet il y a quelque temps sur un peu la disparition des valeurs second marché pour les artistes marocains au second marché. Ça a été assez mal compris par les lecteurs. Ils pensaient qu'on disait que les carrières n'étaient pas bonnes, mais c'était surtout que accompagner un artiste contemporain ou émergent au second marché, c'est très technique et que ça doit être fait aussi par les galeries. Donc on en reparlera.
Mais j'aimerais que tu nous donnes donc des dates. Et puis, on annoncera, dès que tu le sauras, tu nous donneras un peu la primeur de l'information pour la prochaine expo chez Christie's Londres, donc qui aura lieu à quelle période? Je te donnerai tous ces détails. On aura tout ça. Tous ces détails. Alors, donc les prochaines ventes, du coup la prochaine vente, elle va s'ouvrir dans un mois. On est en train de finaliser le catalogue aujourd'hui, donc on va le transmettre. Ce qu'on fait, c'est que généralement, on le transmet aux collectionneurs, etc. Les institutions le reçoivent généralement en avance. Mais la prochaine vente live, c'est-à-dire une vente qui aura lieu ici à Londres, sera une vente le 6 novembre, dans laquelle on présentera des œuvres très importantes provenant de la collection d'Al-Loul, qui est une des plus grandes collections du monde arabe, dont la fondation est installée à Beyrouth. Nous vendons quelques œuvres qui viennent de la collection d'Al-Loul, qui est absolument prestigieuse. Et dans ce lot, il y aura un très très beau Belkahia, très beau, de 2 mètres de haut, absolument incroyable, un travail de cuir qui s'appelle Somalia. Et il y aura une très très belle œuvre, il me semble de 2006, si je ne me trompe pas, de Mohamed Malehi, qui est absolument sublime. Et également, il y aura quelques œuvres tunisiennes, en essayant également de proposer les œuvres d'artistes tunisiens, puisque je ne sais pas si tu le sais, mais lorsqu'on met des œuvres de l'Égypte, du Liban, d'autres géographies du monde arabe à Christie's, elles marchent très bien parce que les collectionneurs sont habitués à collectionner et à acheter des grandes maisons de vente londoniennes. Quand on met les œuvres d'Afrique du Nord, il faut énormément les promouvoir parce que les collectionneurs marocains, tunisiens, ou voire même algériens, par exemple, on va avoir des œuvres de Baïa, on va avoir de très très belles œuvres de Baïa Mahadi. Toujours de Non, celle-ci, ça va être la même vente, mais la première partie sera consacrée à la collection d'Al-Loul, la deuxième partie sera ce qu'on appelle Various Owners, qui provient de différents collectionneurs, et il faut énormément les promouvoir parce que les collectionneurs, en général, préfèrent acheter au marché local pour des raisons forcément, quelquefois pour des raisons de transfert d'argent, nos législations, etc. Ces problèmes, par exemple, ne se rencontrent pas dans les pays du Golfe. On peut envoyer de l'argent partout, on peut payer partout, etc. Donc c'est très différent. Je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut que nous réfléchissons également à ça. Nous protégeons également nos finances, nos devises, mais je pense qu'il y a un aspect également lorsqu'on achète des œuvres d'art de ces pays qui viennent originellement de ces pays. Nous devons vraiment réfléchir à ces questions-là, notamment non seulement dans les ventes d'art moderne et contemporain, mais également islamiques, etc. C'est des sujets qui doivent être discutés, même si elles sont très compliquées pour nos administrations, parce qu'elles ne comprennent pas quelquefois les fonctionnements. Mais on va avoir cette vente le 6 novembre et elle sera accompagnée d'une deuxième vente, qui est une vente en ligne, sur lequel il y aura également une 50aine d'œuvres d'art. Les deux sont des ventes proposant une 50aine d'œuvres d'art. Et la vente en ligne, généralement, ce sont des prix plus importants, sur lesquels il va y avoir de très beaux Samia Halabi, Huguette Calan, Salwa Rawda Shqir, vraiment des artistes extraordinaires. La vente en ligne également aura des artistes extraordinaires, Hamad Rouaïs, Samia Halabi, également, vraiment des très très belles œuvres. Donc on est en train de préparer ça. C'est toujours des moments un peu de tension, parce qu'on doit un peu courir après les collectionneurs, les ventes, les institutions, etc. Mais je dois vous dire qu'on a une vente absolument extraordinaire et je suis très très fier qu'on puisse l'organiser à Christie's. Mais on va la suivre avec attention. En tout cas, merci beaucoup Reda pour cet échange. Merci ça donne envie de faire tout de suite un deuxième épisode encore plus orienté marché. On le fera. On fera une interview dans Diptyque aussi dans les pages print. Avec grand plaisir. À très bientôt. Merci à encore. Toi. Merci.